C'est le premier numéro de cette semaine. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous embarquons une fois encore dans une nouvelle aventure. Technologie, culture. Téléspectateurs, très heureux d'être en votre compagnie une fois encore pour un nouveau numéro du rendez-vous de midi. Voilà. Hermone Amégan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à tous, bonjour à tous. La pleine forme. Ça va, merci. Alors Bruno, de quoi il s'agit concrètement? Quels sont ces services? Il s'agit simplement de l'étoffement du portail e-service public qui depuis mars 2020 a été lancé et qui à l'origine avait environ 250 services publics qui étaient dématérialisés. Donc l'administration, on va dire, délocalisée dans nos maisons, dans nos bureaux, partout où nous sommes, avec un appareil permettant de nous connecter, permettant donc d'aller sur la plateforme du e-service public simplement. Mais au fil du temps, donc c'est une plateforme qui s'est étoffée parce que l'administration s'est rendue au fur et à mesure de plus en plus intelligente, si on peut le dire ainsi, ce que les Anglais appellent Smart Gov. Donc aujourd'hui, il y a 8 nouveaux services qui ont été lancés pour toujours étoffer davantage le portail des e-services publics au Bénin. On va suivre ce reportage rapidement qui nous renseigne sur la cérémonie du lancement de ces 8 nouveaux services et on va revenir pour avoir un peu plus d'informations sur les nouveaux services qui s'ajoutent aujourd'hui au portail des e-services publics en République du Bénin. Une administration intelligente à l'ère du Web 2.0. Pari fou du gouvernement de Patrice Talon qui veut faire du Bénin le hub numérique de l'Afrique de l'Ouest. Nouvel épisode dans la saga des réformes initiées à ses fins, le lancement de 8 nouveaux e-services. L'attestation de non-exclusion de la commande publique, l'attestation fiscale, l'attestation de non-faillite, l'attestation d'immatriculation et de paiement des cotisations à l'employeur, le permis de travail, les visas de contrat de travail pour nationaux et pour expatriés, le raccordement à la SB2E. La dématérialisation comme s'il en pleuvait. L'ambition, apprendra-t-on, est de développer la transversalité dans l'administration publique. Au titre des 8 nouveaux e-services lancés, 4 sont en lien direct avec le ministère du Travail et de la fonction publique. Grâce à ces e-services, aussi bien l'administration que les usagers gagneront en réduction de tracasseries et de temps. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. L'exemple qui permet de dématérialiser, c'est une chose, mais l'autre permet de parler entre elles. Un gain de temps et d'argent que souligne mêmement l'argentier national. Pour le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, cette digitalisation-là est au service du développement économique, mais elle simplifie la vie avant tout. Les perspectives, c'est non-stop. Dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Créer des services, mais aussi permettre aux citoyens de sentir que quand il a affaire à un service public, mais c'est comme si tous les autres services publics étaient déjà au courant de ça et lui évite de recommencer les mêmes choses. Service-public.bj. C'est là que tout se passe. Un vaste portail d'accès à l'administration béninoise de demain en somme, avec fenêtre sur le monde. Voilà. Donc, Mylène, vous l'aurez certainement compris. La moitié de ces 8 nouveaux e-services concernent le ministère du Travail, de la fonction publique. Mais il faut déjà apprécier l'effort du gouvernement parce que en moins d'un an, quant au lancement du portail national du e-service, il y avait environ 250 services qui ont été dématérialisés. En moins d'un an, ça a été triplé. Oui. Donc, on est passé à un peu plus de 700 services publics, e-services publics qui ont été dématérialisés. C'est vraiment fort, la vitesse à laquelle les choses sont allées. Donc, aujourd'hui, 8 nouveaux services s'ajoutent à cela pour permettre toujours au commun des citoyens béninois d'être à l'aise et d'obtenir beaucoup plus facilement des services de l'administration. Aujourd'hui, vous pouvez acquérir votre permis de travail
sur le portail national des e-services publics. Vous pouvez aussi obtenir votre visa du contrat de travail pour les nationaux, bien entendu. Vous pouvez aussi obtenir votre visa du contrat de travail si vous êtes expatrié, donc c'est tout autant possible pour vous. L'attestation d'immatriculation de paiement des cotisations à l'employeur, l'attestation de non-exclusion de la commande publique, l'attestation fiscale et surtout un des services qui peut intéresser aujourd'hui les Béninois qui sont même dans des zones un peu reculées, dans des zones qui sont en train de connaître, comment je vais dire, l'élargissement de la couverture du réseau de la SBE. Donc il s'agit du service du raccordement à la SBE. Donc vous imaginez, hier, pour avoir un compteur, pour avoir du courant électrique chez vous, de l'énergie électrique, il faut se déplacer, il faut faire tout un combat, aller à la SBE, voir telle personne, on vous renvoie vers tel service, vous allez à tel service, on vous renvoie ici et là. Franchement, avant d'avoir le compteur, finalement, vous-même, vous êtes fatigué. Mais aujourd'hui, pour le raccordement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique, vous pouvez le faire en ligne grâce au portail national des e-services. Il y a également l'attestation de non-faillite. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Donc vous comprenez que plusieurs de ces e-services, nouveaux e-services qui ont été lancés aussi, donc, vont impacter le monde des affaires. Alors n'oubliez pas, donc, pour ces e-services, ces nouveaux e-services et même les anciens que peut-être vous avez déjà utilisés, il s'agit donc d'aller sur le portail national des services publics, à savoir donc www.service-public.bj. Donc à partir de ce portail-là, vous pouvez donc faire toutes sortes d'opérations pourvu que le service soit disponible. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est un portail national qui vous offre une gamme vraiment variée et très élargie donc des services de l'administration publique. Et ça colle aujourd'hui, quand on regarde même le contexte dans lequel le portail national a été lancé, c'était dans un contexte de Covid-19 qui n'a pas encore toujours été tout à fait jugulé. Il y a toujours des cas, donc la prudence reste de mise. Et donc, avoir les services dématérialisés comme ça, c'est simplement adapté à la menace sanitaire donc, de notre temps. Et c'est tant mieux pour les usagers. Donc, voilà. Donc le processus reste le même, le portail, il ne change pas. Il ne change pas. Vous allez sur le portail, c'est juste qu'il y a plus de services maintenant. Donc c'est le même portail qui offre, comme je l'ai dit, donc, une large palette, donc beaucoup de services. C'est vrai que pour certains des services, la procédure n'est pas complète, c'est-à-dire que dans le processus, il y a une part à faire en ligne et il y a une part où il faut se rapprocher de l'administration, parfois seulement pour la délivrance, mais il y a beaucoup de services aussi qui sont entièrement offerts de façon virtuelle sur le portail national des services publics ou de la demande jusqu'à la livraison de la pièce que vous êtes en train de requérir. Vous êtes servi entièrement sans devoir vous déplacer. Un peu comme l'IFU aujourd'hui avec le service des impôts, vous faites tout en ligne, vous recevez votre attestation de l'IFU en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à aucun moment donné du processus. Tout se fait en ligne et à 0 francs, par exemple pour l'IFU. Donc voilà un peu ces 8 nouveaux services donc, qui peuvent intéresser autant les employeurs, autant les chefs d'entreprise, autant les employés, autant les citoyens du pays. Donc c'est ouvert comme ça. Et les chefs d'entreprise sont les plus concernés? Oui, ils sont les plus concernés parce que c'est important et ça fait du bien parce que avant, pour créer une entreprise, pour mettre sur place une entreprise, c'est vraiment des tracas, mettre sur pied le siège social, avoir l'IFU, avoir le registre de commerce, avoir tel papier, l'attestation de non-faillite. Attestation de non-faillite, tout ceci. Franchement, c'était un casse-tête parce qu'il faut monter pour chaque pièce tout un dossier. Donc, vous fournissez parfois un dossier de 10 pièces pour pouvoir retirer un seul papier. Mais aujourd'hui, tout se fait en ligne. Mais quelle facilité. Donc aujourd'hui, Mylène, vous pouvez créer votre entreprise depuis votre salon. En tout cas, du point de vue juridique, bien sûr. Voilà. Mais après, et surtout, on ne se déplace pas, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. On ne se déplace pas. On n'a pas affaire à l'interaction humaine parce qu'avec l'interaction humaine aussi, il y avait les vices parce que c'est l'autre gain d'utiliser les e-services, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement aussi réduit
le taux de corruption. Parce qu'avant, lorsque vous avez besoin de fournir une pièce ou d'acquérir une pièce, vous avez besoin de faire tout un tour. De glisser quelque chose aussi, et même parfois. En faisant le tour, vous rencontrez des hommes. Et tous ne sont pas des gens moralement bien, forcément. Il y a des gens dont la moralité, elle peut être remise en cause. Donc, ces gens-là, quand vous les croisez dans votre circuit, où vous avez besoin d'eux, parce que parfois, vous aussi, vous avez besoin de la pièce avec urgence, avec un peu plus de facilité, vous voulez ça un peu plus vite. Voilà, on use de cette situation-là parfois pour vous soutirer quelques sous. Donc aujourd'hui, vous convenez avec moi que l'ordinateur, l'Internet ou votre téléphone portable ne vous demandera jamais 5 francs. Absolument là, il ne le faut rien. pas. Donc c'est aussi la réduction de l'interaction humaine qui nous évite certains vices. Et ça vient régler plusieurs problèmes à la fois. Herman? Oui, forcément. Je crois que les services de l'administration sont à portée d'un clic. Quand on sait qu'on a une génération 2.0, une génération qui veut aller vite, où avec Internet aujourd'hui, on veut gagner du temps, je crois que l'État a vu juste en dématérialisant les services de l'administration. Il n'y a pas que ce que Bruno a cité, il y a aujourd'hui la facture normalisée qui est devenue obligatoire pour les personnes physiques ou morales. Et donc, aujourd'hui en ligne, vous pouvez vous faire délivrer votre facture normalisée. Donc, de plus en plus, on est en train d'aller vers une administration intelligente et intelligible. On est en train d'aller vers une administration où avoir un papier, avoir un document, avoir un service ne devrait plus poser problème. En un clic, en un claquement de doigts, vous pouvez le faire depuis chez vous, depuis votre salon, depuis votre bureau, depuis votre douche, même si vous voulez. L'essentiel est que vous ayez le papier, l'essentiel est que vous ayez le service que vous rend l'administration, mais désormais dématérialisé en ligne. Bruno, merci. C'est moi. Herman, les informations sont bonnes. Tu en as de plusieurs types. Plus ou moins. On va y aller, on va prendre des informations pêle-mêle. On va en profiter également pour installer Assel Dancy. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Alors, Herman, une Sud-Africaine donne naissance à 10 bébés. Oui, Gosiame Tamara Sitoli a donné naissance à 10 bébés, ce qui pourrait constituer un nouveau record mondial selon les médias locaux. Son mari raconte qu'ils ont été étonnés par les décuplés après que les scanners n'ont rien montré, n'ont montré à l'extérieur que oui bébés donc dans l'utérus. Sitoli, âgé de 37 ans, a déjà donné naissance à des jumeaux qui ont maintenant 6 ans. On dit qu'elle est en bonne santé après avoir accouché par césarienne à 29 semaines de grossesse. Le Guinness World Record est en train d'enquêter sur le cas de cette dame. Le mois dernier, on s'en souvient, Alima Sissé, 25 ans, originaire du Mali, avait donné naissance à 9 bébés qui se portent eux aussi très bien dans une clinique au Maroc. Rien qu'à voir l'état de la grossesse, vous vous rendez déjà compte que 10 bébés peuvent sortir de là. Et elle vient de détrôner Alima, hein, c'est bien ça? Oui, elle vient de détrôner Alima qui s'en était arrêtée à 9. Donc, elle en a fait 10. Peut-être que la prochaine fera 11. Et ça doit forcément être dans sa lignée ou peut-être dans la lignée de son mari parce qu'elle avait déjà eu des jumeaux, deux garçons. C'est bien ça qui ont actuellement 6 ans. Et puis, bim, elle fait 10 ensemble. Ça fait 12. En 2 gestes, elle a 12 enfants. Elle a 12 enfants. Son état, oui. La grossesse porte à croire que c'est un montage, mais malheureusement, c'est de la vérité. Voilà, comme quoi la nature n'a pas fini de nous surprendre. Un onuplé il y a encore quelques semaines, aujourd'hui 10 bébés, donc un décuplé. Ça veut dire que d'ici là, on pourrait entendre parler de 11, 12 enfants, pourquoi pas. Les équipes se forment, c'est pour une famille qui déjà constitue une équipe, c'est quand même plusieurs bouches à nourrir, il faut quand même féliciter. Mais bravo à cette femme-là, hein, parce qu'un seul geste, la fatigue qu'il y a dans ça, pour une femme maintenant en sortie 2, 3, 4 jusqu'à 10. Je pense qu'elle en a fait 4 par voie basse et 6 par césarienne, je crois.
Bof, les détails de l'accouchement ne sont pas forcément rendus publics. Enfin, dans ce que j'ai pu glaner comme information, je n'ai pas pu avoir les détails, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a accouché par césarienne, parce qu'on ne peut quand même pas faire sortir 10 bébés par voie basse, c'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas avoir la force de pousser et sortir 10 bébés. Déjà, rien n'est impossible, on vient de voir 10 bébés, donc tout est possible. On peut oui, même mais aller à 15, de façon sanitaire, lorsque vous prenez les contours qui interviennent, enfin, lorsque vous prenez les conditions d'accouchement d'un bébé par voie basse, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et pousser jusqu'à 10, je crois que c'est un peu trop demandé quand même. Elle peut perdre connaissance facilement. Et donc, on ne va pas prendre le risque. Les médecins ne vont même pas prendre, d'abord pour la bonne santé des enfants, mais également pour la patiente. Les médecins eux-mêmes ne vont pas prendre le risque de faire accoucher une femme qui a des décuplés par voie basse. Ce n'est même pas sanitairement, sur le plan sanitaire, ce n'est pas recommandé. Et donc, je crois que l'option de la césarienne la meilleure déjà, en tout cas pour ce qu'on a déjà vu, même à partir de même le seul bébé, pour des femmes qui vont faire un seul bébé généralement, ou quand il y a des complications, on les césarisent simplement pour la césarienne, donc 10 bébés par voie basse. Encore qu'on parle de 29 semaines de grossesse. C'est beaucoup précoce l'accouchement, parce qu'il faut aller dans environ 40 semaines d'aménorrhée pour pouvoir accoucher. Donc 29 semaines, ça fait quoi? Ça fait 11 semaines en moins. C'est quand même environ presque 3 mois. Non, c'est plus de 3 mois, je crois. 3 mois 4 à 5. Non, 11 semaines. 11 semaines, ça fait environ... 11 semaines, 12, ça fait 3 mois. Donc 3 mois, donc environ 3 mois. Donc c'est comme si elle a accouché autour du 6e mois. Du 6e mois. C'est beaucoup précoce. Donc ça veut dire que les bébés ont besoin d'un grand suivi. Absolument, médical. Médical, forcément. Tu viendras peut-être, un de ces quatre, nous expliquer les grossesses multiples. Bien sûr. Ça devient de plus en plus récurrent. Je vais m'y pencher. Pourquoi ne pas chercher le secret des hommes qui... non, on ne va pas parler de ça. De plus en plus. Et puis, Evan, tu nous parles de qui veut être roi, le challenge qui affole les réseaux sociaux. Oui, le challenge est en vogue sur le réseau social TikTok. Il s'agit d'un extrait de scène de la célèbre série Viking. Eh bien, presque tous les influenceurs se sont essayés au challenge. Il y en a qui ont particulièrement retenu les attentions. Et parmi ceux-là, ces influenceurs, évidemment, il y a le très célèbre Grand P. Grand P qui s'est également prêté au jeu. Et quand il s'y adonne, voici ce que ça donne. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui peut être roi? Voilà. Toi, tu veux? Non, personne. Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Voilà. Toi, tu veux? Non, personne. Qui peut être roi? Alors, comme Grand P, beaucoup d'autres influenceurs, donc disais-je, se sont adonnés à ce challenge. Et d'ailleurs, une polémique est née de ce challenge, de ce fameux challenge. Si au départ, il s'agissait juste de mimer cette séquence de film, certains ont très vite monté les enchères en faisant du challenge un véritable concours de handgriff qui sera le plus ingénieux en termes d'accoutrement, en termes d'habillement, en termes de vêtements. Actuellement, TikTok est en ébullition. Je vous propose ici une petite compilation de quelques vidéos du challenge Qui veut être roi. Vous devez me tuer. Qui peut être roi? Voilà. Toi, vous voulez être roi? Vous devez me tuer. Qui peut être roi? Toi, tu veux? Non, personne. Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Voilà. Toi, tu veux? Non, personne. Qui peut être roi? Qui veut être
roi, allez, vous pouvez aussi faire le challenge chez vous. C'est un challenge vraiment qui met le réseau social TikTok en ébullition. Chacun y va en fonction de son inspiration, de son ingéniosité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les uns et les autres mettent leur génie créatif à contribution. Vous voyez des vêtements de tout genre, des vêtements de tout genre, des déguisements de tout genre. Alors qu'en réalité, au départ, c'était juste comme TikTok. On en voit généralement sur TikTok, mais essayer de mimer une séquence. Mais très vite, c'est aller à qui sera le plus ingénieux. Mais à la base, c'était un challenge pour montrer le charisme dans le jeu d'acteur. Absolument. Dans le jeu d'acteur, c'était ça même. C'était ça au début. Au début, comme toutes les autres vidéos TikTok d'ailleurs, lorsque vous essayez de mimer, quand il s'agit de mimer une séquence, on ajoute sans plus. Le plus important, c'était de mimer. Le plus important, c'était le jeu d'acteur. Mais ici, au-delà du jeu d'acteur, c'est que les gens très vite commençaient par juger les vêtements, les accessoires utilisés. Et très vite, on a en fait monté les enchères. Il y en a une qui a raconté la star togolaise de TikTok a raconté qu'elle a quand même passé toute une journée. Elle est allée en studio le matin à 9h, elle est rentrée à 19h, juste pour pouvoir tourner sa vidéo quand même qui a été vraiment virale sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est devenu un véritable challenge, c'est devenu une vraie concurrence, Et chaque pays, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque les internautes d'un pays font le challenge, ils mettent leur drapeau, ils mettent leur lieu de provenance. Et donc aujourd'hui, c'est comme si ce sont les pays qui sont en concurrence. Tout le monde veut montrer qui est plus ingénieux, qui a plus d'idées, qui a plus de créativité. Je trouve que c'est très ingénieux parce que les femmes ont plus valorisé ce challenge. Elles l'ont bien réussi. Elles ont valorisé leurs différentes cultures. Il y a eu le Bénin, il y a eu le Congo, il y a eu le Mali. Il y a eu le Sénégal, il y a eu le Cameroun, il y a eu presque tous les pays, beaucoup de pays africains. Le challenge est beaucoup plus porté par les dames. Quand j'essaie de chercher les vidéos, les compilations, il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'il y a eu Axel Merrill aussi qui a fait le challenge. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes qui se sont illustrés dans le challenge. Le challenge est beaucoup plus porté par les dames. La plupart du temps, c'est souvent ça. Donc, c'est ça. C'est ce qui rend ça d'ailleurs plus intéressant. Et elles l'ont adapté à notre culture. C'est ce qui rend le challenge génial. Beaucoup plus amusant surtout. Ouais. Lorsque vous voyez les vêtements, parce que les vêtements utilisés, c'est généralement des vêtements qui relèvent de notre royauté, en fait, des accessoires qui relèvent de la royauté de chaque pays. À la sauce de chaque pays, en fait. Donc, vous avez pu voir des Béninoises qui ont effectué le challenge, se mettre en tissu guipure, se mettre en paille nouée, on va dire à la poitrine, bref, tous les accessoires qui entrent en ligne de mire dans la royauté à la sauce africaine, sinon béninoise, ont pu être mis en jeu pour réussir le jeu d'acteur. Et j'avoue qu'il y a sur TikTok aujourd'hui des juges qui sont là. Eux, ils sont là pour donner leur avis, des influenceurs qui sont là pour juger de la qualité de votre vidéo. Et des gens sont aux anges quand leur vidéo atteint des proportions inouïes. Ouais. Bruno, à quand notre challenge? Non, c'est quand vous voulez, vous le lancez et puis bon, on va s'y mettre. Mais voilà, c'est quand même un peu amusant de voir à quel point il y a une autre vie carrément sur les réseaux sociaux. C'est carrément une autre vie où on s'amuse, où les gens déstressent, où les gens tentent des choses juste pour atteindre un nombre incalculable de personnes sur notre planète. C'est vraiment les réseaux sociaux. C'est tout simplement formidable à voir que les femmes s'intéressent beaucoup plus à ces genres de loisirs parce qu'elles se sentent... Attention à ce que tu veux dire. Non. C'est une façon de se déstresser. C'est une femme qui anime, vous allez écouter votre présence sur le plateau. De ne plus être stressé, de se défouler et d'être en griffe, en l'air. Il y a un autre challenge dont on va peut-être parler prochainement, sait-on jamais, qui est un challenge purement béninois où les femmes arrêtent un conducteur de taxi-moto comme si elles allaient emprunter
la moto pour aller à se rendre à une destination précise. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'avancent. Elles utilisent le rétroviseur du conducteur de taxi-moto pour ajuster leur maquillage et continuer leur chemin. Et vraiment, ça n'a vraiment pas plu à certains conducteurs de taxi-moto. Je peux déjà vous assurer que dans notre contexte, c'est un challenge qui va enregistrer beaucoup d'injures. Tout à fait. Donc, vous savez un peu comment ça se passe en circulation. Donc, maintenant, arrêtez un zim et au moins, lui, il voit déjà un 400 francs dans sa poche et que vous ajustez votre maquillage. Franchement, il va vous lancer 2 mots seulement. Est-ce le meilleur challenge de TikTok de tous les temps? On a eu Jérusalem, on a eu Bima. Oui. Maintenant, oui, on peut déjà conclure en l'état que le Viking Challenge qui veut être roi, si vous voulez, est de loin le meilleur challenge qui a d'ailleurs retenu les attentions et qui a fait, je vais dire, en termes d'inspiration, en termes de créativité, qui a fait monter les enchères, en termes de créativité, en termes d'inspiration. Parce que pour les autres challenges, oui, il suffisait juste d'essayer de mimer. On ne fait pas trop attention à tous les contours. Mais ici, c'est que les gens vous donnent vraiment du leur. Vous sentez que même s'il n'y a rien à gagner, même s'il n'y a pas de prix, même s'il n'y a pas un trophée à prendre, à brandir enfin, c'est que les gens veulent vraiment se mettre, ici donnent à fond pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est de loin aujourd'hui le meilleur challenge de TikTok, en tout cas pour les Africains, pour nous déjà. Oui, pour les Africains, mais ce n'est pas qu'africain le challenge, c'est mondial. On le relève bien, ce défi. Oui, on le relève bien, le défi. On voit l'Afrique déjà. Pour nous avons assez de valeur, assez de talent ici. Pour les abonnés TikTok, je crois que c'est bien amusant. Parce que l'idée aussi sur les réseaux sociaux, c'est de s'amuser, de déstresser un tout petit peu, de se lâcher. Ouais. Alors, une statue de George Floyd est inaugurée à New York. Oui, les États-Unis célébraient samedi dernier le Juneteenth, j'espère que je prononce bien, jour anniversaire de la fin de l'esclavage dans ce pays, désormais férié. 1 an après la mort de George Floyd, son meurtre a déclenché aux États-Unis, on s'en souvient, et bien au-delà, un mouvement de fond contre le racisme et les brutalités policières envers les Afro-Américains. La mobilisation a continué, entre autres, à renforcer considérablement la visibilité du Juneteenth, dont beaucoup d'Américains, y compris Afro-Américains, ignoraient l'existence il y a encore 2 ans. Eh bien, contraction des mots juin et 19 en anglais, cette date marque le jour où les derniers esclaves d'une île du Texas ont appris le 18 juin 1865 qu'ils étaient libres. Juneteenth est resté donc comme la date marquante de l'émancipation des Afro-Américains. À Washington, plusieurs centaines de personnes ont célébré cet anniversaire en dansant sur l'avenue menant vers la Maison-Blanche, rebaptisée Black Lives Matter Plaza, depuis les manifestations antiracistes monstres provoquées par la mort de George Floyd. Et au-delà, Mylène, de cette statue inaugurée à New York, il faut dire qu'une autre statue de bronze a été inaugurée dans le New Jersey, toujours dans les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de ce Juneteenth et surtout pour immortaliser la mémoire d'un homme qui aura quand même été le héros en tout cas le héros passif, on va le dire ainsi, le héros passif de la lutte contre les violences basées sur les Noirs, les Afro-Américains. On a vu par le passé Martin Luther King et tout le reste, mais les manifestations contre George Floyd ont quand même poussé les limites en termes de revendication des Noirs aux États-Unis, et ça a été un peu comme une révolution quand on voit l'impact de ces manifestations-là sur la communauté afro-américaine, mais également au-delà, où beaucoup de langues se sont déliées, où beaucoup de personnes sont aujourd'hui montées au créneau. Donc on peut dire que George Floyd a été le héros passif de cette manifestation contre, on va dire, les violences basées sur les Afro-Américains. C'est à juste titre que ces 2 statues, l'une à New York mais l'autre dans le New Jersey, ont été inaugurées pour se souvenir de sa mémoire. Et il reste dans les mémoires. Il a été tué en mai 2020. Il a été tué un an déjà, et ça coïncide bien avec la célébration. Il y a 1 an, alors là, les États-Unis étaient en ébullition. Oui. On a vu toutes les manifestations qu'il y a eu dans le cadre de la protestation contre les violences, parce que ça a été quand même
on va dire, le crime de trop. Un an après, c'est vrai, si vous permettez de finir rapidement sur la question, un an après, c'est vrai que ce n'est totalement pas devenu la belle Amérique où les Afro-Américains sont épanouis. D'ailleurs, il y a eu d'autres crimes, d'autres violences policières qui ont été sanctionnés par le président Joe Biden et tout le reste, enfin son administration. Donc on espère que la mort de George Floyd, avec toutes ces manifestations qui vont permettre à l'Amérique d'entrer dans une nouvelle ère, ce n'est pas encore ce qu'on observe malheureusement, mais on espère que cela pourra se faire un jour. Mais l'hommage, c'est déjà un début, Bruno. Oui, un début. C'est toute une reconnaissance, donc une sorte aussi d'hommage rendu à cet homme-là qui a perdu la vie dans des conditions que nous connaissons tous et qu'il serait inutile de rappeler. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une place qui va être chargée d'histoire, c'est une place qui va être pleine de sens. Maintenant, on va essayer. Le plus important, moi je dis souvent, c'est de ne pas revivre ça parce que nous sommes dans un monde où nous voyons chaque fois des actes qui sont posés, des gens perdent la vie. Après, c'est une statuette qu'on inaugure et puis après encore, vous avez les mêmes scénarios qui reprennent. C'est un peu comme le racisme dans le foot aujourd'hui. On a vu cette affaire qui est allée jusqu'à se transposer dans le football aujourd'hui ou avant les matchs du championnat anglais. Voilà, il y avait ce geste-là, jusqu'à l'Euro, voilà, genou à terre. Mais est-ce qu'après le racisme dans les tribunes en Europe, tout ça, est-ce que c'est vraiment terminé? Donc, c'est aussi ça. Moi, je pense qu'il faut mettre fin aux vrais actes qui amènent après à l'inauguration des statues. Donc voilà, il vaut mieux ne pas perdre la vie que de la perdre et après être célébré. Pour moi, c'est ton avis? Oui, c'est mon avis. Edmond, merci. Tout le plaisir. Assel, on cultive quoi ce midi? De la patate douce. Tu nous l'as promis le jeudi dernier, on y est? Oui, on va en parler. On l'accompagne de quoi? Tu l'as amené? Non. On y va, on va au champ ou au jardin? Oui, originaire d'Amérique du Sud et des régions tropicales, la patate douce est une plante vivace tubéreuse qui nous séduit par son goût sucré et délicat. Riche en vitamines et minéraux, elle est utilisée aussi bien en légumes qu'en dessert. On utilise aussi ses feuilles comme des épinards. Comment la cultiver en champ? Suivons cet élément pour en savoir davantage. Pour faire la patate douce, il faut d'abord labourer le sol. C'est hyper important. Il faut planter la patate douce sur un sol riche, meuble, drainant et aéré. C'est très important. Un sol riche, meuble, drainant et aéré. Nous avons ici un billon riche, meuble, drainant et aéré. Il faut toujours veiller à respecter le sens normal de plantation de la patate douce. C'est toujours dans le sens, les aisselles vont faire face au ciel. C'est cette partie-là qui fait face au ciel et non jamais le contraire. Les aisselles de la patate douce vont toujours faire face au ciel. Et au niveau de chaque aisselle, nous avons des bourgeons qui vont émerger. Il y a des bourgeons qui sortent au niveau de chaque aisselle. Je prends un nœud ici, un nœud, d'accord, entre 1, 2, 3 nœuds. Parce que là où il y a les feuilles, il y a toujours un nœud. À chaque niveau qu'on a des feuilles, il y a toujours un nœud. Donc il y a un nœud ici, il y a un nœud et un nœud. Donc j'ai dit il y a 3 nœuds. Je vais les enfoncer, les 3 nœuds, dans le sol. Et puis j'appuie, voilà. J'appuie, j'ai déjà planté la patate douce. Donc Assel, tu as compris ce que je dis là? Donc j'ai 1, 2 et 3 nœuds. Je décale de combien de centimètres? 40 cm, d'accord? Et je plante la patate douce. La particularité de la patate douce, lorsqu'il y a beaucoup trop d'humidité,
on a une perte énorme dans la plantation. Lorsqu'il y a trop d'humidité dans le champ, vous allez voir, les tubercules commencent déjà par pourrir. Parce que c'est un tubercule qui est très riche en sucre. La patate douce est très riche en sucre et est très fortement demandée dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Donc, lorsque vous laissez le champ dans une zone où il y a l'eau qui stagne pendant plus de 2 semaines, vous avez une perte énorme. La patate douce est très rentable économiquement, très précoce et très sucrée. Mais lorsqu'il y a de l'eau en abondance, c'est là les cas de maladie vont survenir. Car naturellement, c'est une plante qui n'est pas très fortement parasitée et qui est très résistante par rapport aux ravageurs. Sauf la tubercule est fragile après la récolte. Et lorsque vous ne conservez pas très bien la tubercule, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ou lorsque vous allez produire avec les engrais chimiques de synthèse en essai, vous allez avoir une perte post-récolte énorme. Vous allez déjà avoir les cas de pourriture de tubercules 2 jours, 3 jours après la récolte. Alors, nous sommes dans la vallée de l'Omé. Vous n'avez pas besoin d'arrosage. Vous n'avez pas besoin d'arroser. C'est gratuit. C'est la nature qui irrigue la patate douce. D'accord? Vous plantez aujourd'hui. Vous comptez après 3 mois. Vous venez récolter. Vous avez les tubercules. Et pour manger. Ça se mange cru aussi? Oui, il y a d'autres qui mangent ça cru, mais bon, c'est pas conseillé. Il faut toujours la bouillir avant de manger. Ah, ouais. Ou la griller. Pas forcément la griller, la griller. La griller aussi. Comme moi, vous avez eu la chance d'aller au champ, c'est une véritable chance. Donc, on a eu cette chance. Tous d'aller au champ. Non. Sur le plateau. Ce monsieur Agradia. Oui, déjà, avec sa pousse, il a la possibilité d'aller au champ. Non, aller en reportage, c'est différent. Je parle de faire des travaux champêtres. Si on nous envoie sur un terrain tout à l'heure, moi, je peux cultiver de la patate pour l'avoir fait. Moi également. Moi aussi. Pour l'avoir au moins appris. Oui, il y a des oui pour la télévision, mais il y a des oui pour les faits. Donc, pour avoir été au champ, on a pu savoir comment cultiver ce tubercule, mais aussi, c'est que parfois, lorsque vous êtes au champ, vous arrivez à griller les tubercules de patates, vous les mettez sur le feu. Ça, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Voilà. Quand vous entendez ça, vous sentez que... C'est comme le maniaque. Et lorsque vous prenez, vous faites la fraction de la patate, vous brisez en 2. Exactement. Et voilà, c'est assez intéressant. C'est souvent la pause. Ça, c'est souvent la pause. Non, la patate, comme Herman le dit, on peut la consommer bouillie, on peut la consommer, on peut la frire pour consommer, comme on peut aussi la mettre dans de la braise. Et voilà, chacun va de son goût. Maintenant, il y a aussi des variétés de patates, là encore. Il y a de la patate qui a une couleur rouge, qui a une couleur rouge au vin. C'est ce que moi j'aime le plus. Elle a une couleur rouge au vin. Mais dit qu'il y a donc une variété de patates. Mais voilà, tout se consomme. Et il y en a qui, malgré le goût sucré de la patate, font du ragoût de patate. Vous imaginez? Oui. C'est très agréable d'ailleurs. Et voilà, c'est... A priori, on dirait que bon, c'est l'iam qui irait mieux avec le ragoût, mais les gens font du ragoût de patate. Et ça aussi, ça passe. Bon, c'est vrai que dans notre société, les gens estiment que les hommes ne doivent pas beaucoup en consommer parce que. Mais voilà, la patate, nous on en prend comme tout autre aliment et c'est vraiment bien. Alors, Bruno, vous savez que la semence de la patate, c'est Saliane, c'est sa corde, vous savez ça? Si. Heureusement, bon. C'est pas heureusement, j'ai cultivé de la patate, j'ai cultivé de l'iam quand j'étais enfant. J'avais une partie de la parcelle un espace réservé. De façon exclusive, on savait que cet espace, c'est moi et je cultivais de la patate là. Donc, que tu revendais ou que tu consommais? Que je consommais. Donc la patate en particulier, j'ai cultivé. Les lentilles aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà, c'est les 2 choses que j'ai vraiment cultivées quand j'étais petit. Et de façon rigoureuse. Non, je l'ai fait. En plus, sérieusement, je l'ai fait. Et j'aimais la récolte des lentilles parce que quand ça commençait pas à devenir jaune, donc tu savais que c'était... Voilà, c'était le mois de la récolte. Yam, quand les gens cultivaient, je visitais après. Moi, je n'en consomme pas. Ça a ce don de vite vous bourrer le ventre.
Oui, et si tu ne fais pas attention, tu risques de finir 1 litre d'eau ou plus encore sur le champ. Bon, les aliments à fibres, généralement, même c'est ça. C'est pareil pour l'IAM, c'est pareil pour la patate, hein, les tubercules, le manioc. Donc, c'est à cause des fibres, en fait. Donc, quand vous consommez... Même faites la remarque que quand vous consommez les fruits à fibres, vous avez tendance à boire beaucoup d'eau. C'est comme la mangue. Quand vous mangez de la mangue, bien que c'est... voilà, vous aurez sucé le jus de mangue et tout ça. Vous avez tendance à aller encore vers de l'eau. Donc, c'est tout ce qui est à fibres, que ce soit aliments ou fruits, ça vous amène à boire de l'eau, en fait. Alors, comme tu le disais, c'est un aliment à fibres. D'ailleurs, on va parler des vertus. C'est riche en fibres, en vitamines A, B6, B9 et C. C'est également riche en cuivre et en manganèse. Et ça diminue les risques de cancer et de pathologies cardiovasculaires. D'accord. Pas d'effet sur... Non, pas en tant que tel. Je n'avais pas fini ma question. On a compris ce que tu voulais dire. Vous avez compris quoi? Parce que je n'ai rien dit. On sait de quoi tu veux parler. Monsieur, il y a une pensée populaire qui estime que les hommes qui consomment assez de patates douces sont assujettis à des problèmes au niveau de leur organe génital. Donc, cette pensée, on a grandi avec. Et puis, voilà, à un moment donné, je crois, lorsque vous allez chez la dame qui vend à Taco Tevico à partir de 16h ou 17h, tout le monde évite la patate douce au détriment de l'IAM, donc parce que personne ne veut voir ses organes génitaux en difficulté. Donc après, donc voilà, ça reste une pensée populaire. Ça se cultive partout? Oui, partout, sauf que on ne la met pas dans un pot parce que ça occupe beaucoup d'espace. Pour une fois. Non, on peut quand même pas tout cultiver chez soi à la maison. Ça, on l'a compris depuis un certain temps sur ce plateau. Tout à fait. Assel, merci. Merci, Mylène. Notre référence du jour était destinée à la science de la vie, la biologie, mais rapidement, il a troqué le microscope contre la tondeuse et une paire de ciseaux. Le biologiste est devenu coiffeur. On le découvre avec Ariane Da Silva. C'est depuis l'enfance que j'ai commencé et pas avoir de la passion pour la coiffure. Et quand je vais chez un coiffeur, par exemple, je ne reste pas assis comme tout client, je reste debout pour voir ce que le patron est en train de faire. Et quand j'ai eu mon bac, en 2011, je suis venu à l'université, je me suis inscrit à la faculté des sciences et pour faire la biologie. Mais quand j'ai fait la première année, la deuxième année, j'ai vu que bon, il y a beaucoup de docteurs dans ce domaine-là déjà. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on puisse m'identifier par rapport à ça? J'ai découvert le ACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Je me suis inscrit, je me suis concentré. Rapidement, j'ai appris la coiffure. La biologie, qu'est-ce que ça allait me donner si ce n'est pas l'enseignement dans notre pays ici? Or, moi, je ne pouvais pas, je ne me vois pas en train d'enseigner. Je suis vraiment épanoui dans la coiffure. On dit, le métier qui ne vous nourrit pas est une malédiction. Le métier que vous faites qui ne vous nourrit pas est une malédiction pour vous. Je ne peux pas dire que la coiffure est une malédiction pour moi. Parce qu'avec la coiffure, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à me déplacer avec mon taco, j'arrive quand même à joindre les deux bouts, ça me va. Et je me libère, il n'y a pas de pression, il n'y a personne. La pression que j'ai, ce n'est que la pression de bien faire ma passion. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la coiffure, simplement parce que je le vis. Aujourd'hui, moi, je suis déjà dans la dimension de coiffure artistique. Je ne pense plus tresser les gens pour les rendre beaux, mais pour m'exprimer. J'avoue qu'au début, c'était très difficile. Même mon petit frère ne pouvait pas savoir que je faisais la coiffure. Parce que pour lui, il faut aller à l'école, c'est ce qu'on nous a dit. Comment toi, le grand frère, tu refuses d'aller à l'école pour dire que tu veux faire la coiffure? La coiffure que les gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est leur travail, c'est ce qu'ils font.
Et toi, tu veux faire le métier d'artisanat pour... C'est quoi? Ils n'étaient pas d'accord. Mes parents n'étaient pas d'accord. Mes amis n'étaient pas d'accord. Jusqu'à présent, des gens s'étonnent. Il y en a qui me félicitent et qui m'encouragent, mais des gens s'étonnent du fait que j'ai laissé totalement la biologie pour la coiffure. Des amis avec qui j'ai fait la CBG, quand ils me voient, ils me disent « Mais toi, tu es bizarre. » Mais je ne suis pas bizarre. J'ai suivi ma passion juste. Moi, je me sens à l'aise dans la coiffure, quel que soit ce que les gens disent. Moi, ça ne me gêne pas. J'assume avec... C'est-à-dire, si quelqu'un pouvait rentrer dans mon cœur et savoir que je suis content d'être plus coiffeur que d'être au laboratoire, la personne va voir qu'il y a des villas en coiffure dans mon cœur. N'attendez pas les moyens pour faire quoi que ce soit. C'est les projets qui amènent l'argent, l'argent n'amène pas les projets. Donc, si j'avais dit que je n'avais pas, quand j'avais commencé la coiffure, je n'avais même pas de tondeuse, je n'avais même pas de rasoir. J'ai commencé par voir comment ça se fait d'abord. C'est déjà un pas dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez entreprendre, ce n'est pas l'argent. Ceux qui ont dit qu'on peut entreprendre sans 1 franc, ils n'ont pas tort. Seulement que, comme on le dit, c'est celui qui est patient qui peut voir le cœur de la fourmi. Les femmes qui sont à Tokpa, ce n'est pas des femmes qui ont reçu des millions pour commencer leur commerce. C'est des femmes qui soit ont commencé par vendre pure water. C'est des femmes qui soit ont commencé par vendre auprès de quelqu'un. Après, ils ont leur commerce. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la patience. La patience et soyez concentrés sur vos objectifs. Si vous avez un objectif, soyez concentrés sur ça. Moi, je me vois d'ici 5 ans dans ma maison avec les sous de la coiffure. Donc si c'est précis comme ça dans ma tête, je dois me battre pour l'avoir. Pour réussir, il faut avoir un objectif. Il faut s'accrocher à l'objectif. Il faut assumer son choix. C'est tout. Belle leçon, il faut pouvoir assumer ses choix. Tout part de là. Herman, pouvoir choisir et puis tu assumes jusqu'au bout. Oui, assurément. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de l'entrepreneur un personnage parfois incompris. Parce que des fois, vous faites des choix qui sont aux antipodes de votre formation empirique ou de vos connaissances empiriques. Donc, vous êtes parfois incompris alors que vous pensez et vous êtes convaincu que c'est le bon chemin que vous êtes en train de prendre. Donc, vous faites le choix, vous l'assumez. Donc, si vous réussissez, alléluia. Si vous ne réussissez pas, vous retroussez vos manches et vous reprenez. On l'a d'ailleurs très souvent dit sur ce plateau, c'est avant tout un état d'esprit. Et comme j'aime à lui dire, quand le plan A ne marche pas, il y a encore 25 autres lettres dans l'alphabet. B, C, D, E, F. Et si l'alphabet français ne suffit pas, on crée son alphabet. On peut toujours créer pour soi, hein. C'est d'abord ça. Ouais, faire un choix et l'assumer. Voilà, quand vous assumez votre choix, ça vous empêche ou ça vous évite plutôt de devoir vous cacher pour faire ça ou vous voiler le visage pour faire ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites avec fierté. Et quand vous faites quelque chose avec fierté, vous l'assumez, c'est que vous vous assumez et vous n'avez pas honte de le faire. C'est déjà cela parce que dans notre société encore malheureusement, il y a des tâches, il y a des petits jobs ou des travaux qui sont considérés soit comme pour femmes, et quand vous êtes homme, vous le faites, ça peut faire un tic dans la tête des gens, ou bien c'est pour hommes, et quand vous êtes femme, vous le faites, ça peut faire un tic dans la tête des gens. Donc, mais quand vous êtes décidé que vous avez fait votre choix, vous l'assumez. Vous le faites sans compter avec les regards des autres. Hein, voilà. Il faut être soi-même dans la vie, en fait, c'est le plus important. De la biologie à la coiffure, il a fait un choix, il assume. Lui-même, il a dit dans l'élément tout à l'heure que pendant qu'il suivait encore les cours à l'université, il a dû s'inscrire à l'UACE. C'est d'ailleurs là qu'il a appris la coiffure. Et donc, tout à l'heure, il disait qu'il a entrepris sans 1 franc. C'est bon, c'est inimaginable parce qu'on ne peut pas entreprendre aucunement pas avec 0 franc. Même quand vous vendez Pure Water, il faut aller d'abord acquérir ce que vous voulez vendre. Et s'acheter un rasoir, c'est de l'argent. Et donc, pour moi, c'est 100 francs.
Ouais, c'est 100 francs, mais bon. Bravo à lui qui continue sur ce pan et qui beaucoup de succès. Et je voulais dire à Cél a mis quand même le doigt sur un aspect très important. Il a été formé à l'UACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. On n'imagine pas combien de personnes qui ont fait, on va dire, cette institution universitaire et qui aujourd'hui vivent grâce à ce qu'ils ont appris ou ce qu'elles ont appris pour des dames. Parce qu'on fait un peu de tout, on fait de la photographie, on fait les arts visuels, on fait les arts visuels en général, on fait la coiffure, un peu de tout. Tellement de choses. La couture, moi par exemple j'en connais qui a une licence ou une maîtrise en linguistique mais qui aujourd'hui styliste et il s'y plaît, il m'a fait des tenues, on s'est connus sur le campus, donc tellement de personnes ont fait les institutions universitaires, donc ça ne sert à rien quand vous venez sur le campus. Ok, vous, votre trajectoire c'est amphithéâtre, on va dire maison, amphithéâtre maison, lorsque vous faites ça vous ne gagnez pas forcément beaucoup. La vie associative parfois peut vous aider à vous ouvrir des portes. Et d'ailleurs, beaucoup le disent, à diplôme égal ou à compétence égale, parfois la vie associative peut trancher pour vous, en votre faveur. Et donc, moi, je vais appeler les gens, pas forcément à pas aller à l'université, aller s'asseoir à l'UACE, dire, ok, on va rester là, on va pas au cours, non, pas du tout. Mais c'est que parallèlement à votre cursus universitaire, si vous avez du temps pour vous consacrer à autre chose, il y a des loisirs sains, il y a ces genres de formations-là qui sont disponibles pour vous et que vous pouvez exploiter à d'autres instants. Beaucoup. Vous n'imaginez pas ces personnes-là qui ont fait les institutions universitaires et qui aujourd'hui vivent pleinement de ça. Même quand on vient dans notre métier de journaliste, tellement de gens ont fait la presse universitaire, mais lorsque vous prenez la presse nationale aujourd'hui, rares sont ces personnes de la vieille génération comme de la génération récente que vous allez prendre et qui n'ont pas fait la presse universitaire, que ce soit le Héros, le Révélateur, Radio Univers. C'est franchement, et même les acteurs culturels, c'est soit quelqu'un qui a fait l'UACE, qui a fait l'UKE, qui a fait le CECAL. En fait, il y a toujours, dans son pédigré, vous arrivez toujours à déceler un passage dans ces institutions-là. Et c'est pourquoi, quand on est étudiant, quand on est à l'université, il faut aussi développer des compétences transversales en allant se faire former, ses horizons, se lancer. On dit généralement qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Le diplôme généralement n'est que la cerise sur le gâteau. On s'ouvre, on se lance et on voit ce que ça va donner. Il ne faut pas se cramper à une seule chose, surtout pas. Merci à tous. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao.